Non. Car je pense qu'on est tous d'accord, dans Interstellar, l'émotion est véritablement omniprésente et très bien retranscrite. Chaque morceau dans le film est parfait et vient à chaque fois renforcer chaque scène de chaque séquence de manière démesurée. Si on reprend comme exemple la séquence dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, enlevez la partie musicale de la scène et une bonne partie de la magie s'en va. Enlevez-lui sa musique et l'impact qu'a la scène sur le spectateur sera bien moindre. Non. Il est clair qu'Interstellar a beau être un film magnifique sur bien des aspects, et bien comme tout, il est loin d'être sans défaut. Ah, bah voilà. Après avoir évoqué il y a quelques vidéos d'à quel point j'aimais et je trouvais magnifique le film Interstellar, il fallait tout de même que je vous parle de l'aspect qui selon moi lui fait cruellement défaut. Car oui, qui l'aurait cru, le film a beau être incroyable sur bien des points, et bien évidemment, il est très loin d'être sans faiblesse. Après, vous me direz que c'est relativement normal, puisqu'aucun film ne l'est vraiment. Un film, qu'il soit excellent ou une sombre bouse, possédera toujours au moins un défaut, qu'il soit vraiment minime dans le film, ou au contraire qu'il occupe l'intégralité de celui-ci. Mais alors, vous vous demandez sûrement de quel défaut d'Interstellar je parle, car après tout, il n'en possède pas non plus 10 000. Eh bien, après avoir vu, revu et re-revu ce film de très nombreuses fois, je dois vous dire qu'il y a un problème majeur dans le film. Et ce problème, c'est sa fin. La fin d'Interstellar est pour moi ratée, ou peut-être pas ratée, mais en tout cas pas à la hauteur du film et surtout pas en logique avec. Pour ceux qui ne s'en rappellent plus très bien, laissez-moi vous la résumer. À la fin, après avoir quitté la planète Man, Cooper part avec son vaisseau direction le trou noir Gargantua afin de permettre à Brand de rejoindre la planète Edmund. Il entre alors dedans et réussit par on ne sait quel miracle à y survivre. Une fois à l'intérieur, Cooper se retrouve dans un espace tridimensionnel créé à l'intérieur d'une réalité en 5 dimensions, représentant la chambre de sa fille Murphy et plus particulièrement sa bibliothèque. Après quelques essais infructueux d'empêcher son lui du passé de partir pour sa fameuse mission, Cooper comprend en parlant avec Tars qu'ils ont été amenés dans cet endroit dans l'unique but de sauver le monde. Il réussit alors après un moment à transmettre dans la montre qu'il avait donnée à sa fille avant son départ, les données quantiques nécessaires à la résolution de la formule sur la gravité, et sa mission étant terminée, les entités refermèrent le Tesseract, renvoyant Cooper à travers le trou de verre d'où il était venu, et le laissant ainsi errer dans le vide spatial pendant un petit moment dans un état proche de la mort. Il sera heureusement sauvé de justesse et se réveillera alors dans un lit d'hôpital où il découvrira toute l'avancée qu'a fait l'humanité pendant son petit passage dans le trou noir. Un homme lui fera alors le tour du proprio, lui montrera sa maison reconstruite et lui apprendra que sa fille est encore vivante et qu'elle est en route pour le revoir. Un laps de temps plus tard, Cooper revoit sa fille après des décennies de séparation, puis décide après une scène de retrouvailles très émouvante de partir afin de rejoindre Brand sur la planète Edmund. Voilà dans les grandes lignes comment se déroule la fin d'Interstellar. Mais alors, pourquoi je dis que cette fin est entre guillemets ratée ? Eh bien, à partir du moment où Cooper quitte sa fille au début du film, et ce pendant tout le long, il ne cesse jamais de penser à une chose, la revoir et être avec elle. Cependant, à la fin, alors qu'il la retrouve enfin après de longues décennies de séparation, il décide très vite de repartir afin de rejoindre Amelia Brand. Et voyez-vous, c'est cela selon moi qui est dommage. Car, mis à part le fait que la scène de leur retrouvaille soit une des plus émouvantes du film, le fait que Cooper décide de ne pas rester avec sa fille qui vit ses derniers moments afin de rejoindre Brand sur une planète dans une autre galaxie n'est pas très raccord avec tout ce qui a été introduit pendant tout le film.
Car de cette interprétation, eh bien, on peut déjà penser que le personnage d'Amelia est en quelque sorte transposé de personnage principal du film à simple love interest du personnage principal. Et ainsi, toute la relation instaurée pendant tout le long et toutes les grandes scènes d'émotion présentes entre Cooper et Murphy sont alors rendues abjectes, si je puis dire. Surtout qu'aucun moment du film ne nous laisse entendre ou sous-entendre une certaine relation amoureuse naissante entre Cooper et Brand. Après, il est vrai que l'on peut interpréter ce départ de Cooper de plein d'autres manières. Mais personnellement, j'ai parlé de celle-là car c'est celle qui m'a sauté aux yeux directement. Vous l'aurez donc compris, scénaristiquement parlant, la fin d'Interstellar ne fait pas vraiment sens. Elle est évidemment faite de façon plus ou moins ouverte pour nous laisser imaginer ce que l'on souhaite, mais dans tous les cas, le fait que Cooper abandonne encore une fois sa fille pour partir rejoindre Amelia pour je ne sais quelle raison n'est pas très raccord avec le film. Mais du coup, si on part de ce principe-là, que la fin d'Interstellar n'est pas raccord avec le film lui-même, la question naturelle qu'on pourrait se poser est comment pourrait-on l'interpréter ? Comment pourrait-on interpréter cette dite fin ? Eh bien, pour répondre à cette question, j'aimerais parler avec vous de l'une des interprétations possibles les plus connues, que l'on pourrait même qualifier de théorie. D'après cette théorie, à la fin du film, Cooper ferait une EMI, une expérience de mort imminente, et cela à partir du moment où il sortit du trou noir avant d'errer dans l'espace. C'est-à-dire qu'à sa sortie de Gargantua, Cooper serait mort, ce qui fait que la suite, donc la fin du film, serait en fait la vision que son cerveau lui envoie juste avant de s'éteindre. Une vision agréable et pleine de bonté, une sorte de paradis on pourrait même dire. Et deux choses viennent renforcer cette interprétation. Tout d'abord, on a le poème de Dylan Thomas récité à plusieurs reprises par le Dr Brand. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end, no dark is right. Because their words had forked no lightning, they do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. Je ne vais pas vous le mettre en entier, mais grossièrement, il renverrait au fait que dans les derniers instants avant sa mort, le cerveau de Cooper lutterait pour survivre. Et en second point, on a la déclaration du personnage de Matt Damon à Cooper. You know why we couldn't just send machines on these missions, don't you, Cooper? A machine doesn't improvise well because you can't program a fear of death. Our survival instinct is our single greatest source of inspiration. Take you, for example. A father with a survival instinct that extends to your kids. What does research tell us is the last thing you're gonna see before you die? Your children. Their faces. At the moment of death, your mind's gonna push a little bit harder to survive. For them. Et à la fin, quelle est la chose principale que Cooper voit ? Je vous le donne en mille, c'est sa fille. D'après ces deux points, le passage où Cooper revoit sa fille dans la station spatiale à la fin serait donc de l'ordre du spirituel de l'imagination. Une image que son cerveau lui renverrait juste avant sa mort afin de l'apaiser. Et cela est d'autant plus renforcé par l'image de la station spatiale que l'on a à un moment quand Cooper se dirige vers sa maison reconstruite. Cette image d'un long tunnel avec au bout une lumière blanche aveuglante est une image qu'une très grande majorité de personnes dit avoir vue lors de leur EMI. Jusqu'ici, cette interprétation tient plutôt bien la route, et pourrait même expliquer pas mal de choses. Cependant, vous vous en doutez, quelques éléments viennent à son encontre. Tout d'abord, on peut souligner une chose du discours que le Dr Mann fait à Cooper. Quelle est, d'après la recherche, la dernière chose que vous verrez avant de mourir ? Vos enfants, leur visage. À l'heure de la mort, votre cerveau va faire un effort pour survivre pour eux. Dans ce passage, Mann utilise bien le pluriel pour désigner la dernière chose que Cooper verra avant sa mort. Il dit bien « vos enfants ». À partir de ça, il n'est alors pas trop exagéré de penser que s'il faisait vraiment une EMI, il devrait logiquement revoir le visage de ses deux enfants et non pas seulement celui de sa fille. Ce point rejoint d'ailleurs le problème lié à la relation entre Cooper et Tom, son fils,
Un problème dont je ne parlerai pas ici dans cette vidéo car ce n'est pas trop le sujet, mais dont je traiterai très certainement dans une potentielle future vidéo liée au film Interstellar. Mais bon, admettons que Cooper fasse bel et bien une EMI, et qu'il revoie seulement sa fille et non pas ses 2 enfants. Pourquoi alors il revoit sa fille Murphy mais en bien plus âgée ? Si son cerveau est en train de faire un ultime effort pour la revoir une dernière fois, pourquoi alors il l'imagine avec de très nombreuses années en plus ? Pourquoi il ne revoit pas sa fille avec le visage et l'apparence de quand il l'a quittée au début du film ? Ou même en un peu plus âgé, vu qu'il sait à quoi elle ressemble étant donné qu'il a vu les 23 ans de messages. Pourquoi son cerveau, alors qu'il ne lui reste presque plus aucune force, fait l'effort supplémentaire de l'imaginer en âgé ? Et qui plus est, si on extrapole un peu cela, on peut aussi se demander pourquoi son cerveau se force à imaginer je ne sais combien d'enfants, petits-enfants, etc. de Murphy. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je trouve que cela n'a aucun sens. Second point très important, si la vision qu'il a pendant son EMI est censée être une vision agréable, une sorte d'havre de paix, alors pourquoi une des principales choses qu'il voit après son réveil est sa ferme reconstruite ? Alors qu'on le sait très bien, Cooper n'apprécie pas plus que ça le travail au champ. Pourquoi Cooper se forcerait-il à voir lors de son dernier instant de vie quelque chose pour lequel il n'éprouve pas un grand amour ? Bon, je l'avoue, pour ce point, on peut expliquer cela par le fait qu'il revoit sa ferme car c'est tout simplement son chez lui. C'est son foyer sur Terre, hein. Mais bon, je trouvais quand même intéressant de souligner ce point par rapport à la théorie dont on est en train de parler depuis tout à l'heure. On peut aussi parler du fait qu'au moment où il part pour rejoindre Brand, il porte une combinaison spatiale qui semble bien plus avancée technologiquement que celle qu'il avait pendant tout le film. Et du coup, même question que les précédents points. Pourquoi son cerveau en imaginerait-il une autre ? Pourquoi son cerveau consacrerait une partie de ses dernières forces afin d'en imaginer une autre, sachant qu'il est au bord de la mort ? Enfin bref, chacun son avis, mais personnellement je n'aime pas du tout cette interprétation car tout simplement trop d'éléments viennent à son encontre. Mais du coup, une question qui rejoint d'ailleurs celle qu'on s'était posée un peu plus tôt dans la vidéo me vient à l'esprit. Existe-t-il une bonne façon d'interpréter la fin d'Interstellar ? Et plus généralement, existe-t-il une bonne façon d'interpréter la fin d'un film ? En termes généraux, la fin d'un film vient offrir au spectateur une conclusion à celle-ci. Le film démarre en commençant à nous raconter quelque chose, puis se termine en finissant l'histoire commencée au début. Ainsi, la fin et le début se rejoignent, et il est alors très difficile d'en tirer des interprétations différentes. Vous aurez beau revoir le film 150 fois, vous en tirerez toujours plus ou moins la même chose. Mais parfois, le réalisateur décide de ne pas donner au spectateur une réelle conclusion à son histoire, ou du moins, il décide de ne pas lui donner toutes les cartes permettant sa compréhension. Dans le cas présent, la raison pour laquelle Christopher Nolan choisit de mettre une fin ambiguë comme cela à la fin d'Interstellar, c'est bien évidemment pour laisser place à notre imagination et pour que chacun puisse se faire sa propre interprétation de la fin. Le réalisateur, en donnant une telle fin à son film, lui permet en quelque sorte de continuer à vivre indéfiniment, à travers les spectateurs. Et personnellement, je trouve ça génial et magnifique à la fois. C'est pourquoi, je l'espère, il n'existera jamais vraiment une bonne façon d'interpréter la fin d'Interstellar.